Bon, allez, on va commencer. Pourquoi ce titre un peu provocateur pour un enseignement numérique efficace? Ben, j'ai espéré en fait ce résultat. On l'est sûrement, hein, on va pas en douter. Par contre, au niveau du ressenti, on arrive à avoir cette impression que peut-être on tâtonne encore et qu'il y a peut-être deux, trois choses à améliorer. On va parcourir ensemble deux, trois choses. On parlera pas directement d'IA, mais derrière, c'est une technologie, considérée que c'est une technologie numérique comme une autre qui peut interférer avec une plateforme de formation. Je vous parlerai en fait aujourd'hui à partir d'un livre qu'on a sorti avec des collègues, donc Christa Pellissier, Olivier Perlot, sur le LMS qui s'appelle Boule à facettes technopédagogique. Ça vous donne un peu le ton. Et donc on va essayer de discuter ensemble et de vous partager en fait qu'est-ce qui serait cette efficacité et comment on peut adapter son geste professionnel pour aller vers l'efficacité. Donc la question, c'est d'essayer de voir, d'articuler. On va parler vraiment de conception, même si dans la conception donc je vais plus parler de design pédagogique que d'outils, mais pour moi c'est du design techno-pédagogique pour que vous rentriez un petit peu dans ma façon de penser et d'essayer de voir comment je vais devoir articuler en fait mon alignement pédagogique, l'implication des apprenants, la performance technologique de ce que j'utilise et tout ceci pour garantir finalement une expérience d'apprentissage efficace aussi, hein, parce que j'aime beaucoup ce vieux bouquin de Saintonge, Moi j'enseigne, est-ce qu'ils apprennent? Je garde ce vieux livre en tête et je me dis moi, j'enseigne sur des plateformes numériques. Est-ce qu'ils apprennent? Je peux peut-être me reposer la question. Donc, c'est un peu l'esprit de ma communication. Donc, on va regarder un enseignement efficace. Qu'est-ce que c'est? Enfin, pour vous rassurer là-dessus. Ce que nous laisse la crise, parce qu'on peut pas non plus oublier cette période. Il s'est passé des choses, au moins avec notre rapport avec les technologies numériques. Donc, il faut en tenir compte. Et on va essayer de voir quelles pourraient être des caractéristiques, mais j'ai pas des exigences, hein. Je vais être très prudent sur mes mots. Je suis pas modélisant. C'est plutôt pour vous partager un état de la recherche et puis vous le vulgariser et puis en discuter après cet après-midi lors de l'atelier. Donc sur la conception d'un numérique efficace, peut-être plus à l'attention de ceux qui font du design et qui accompagnent des enseignants. Et puis la quatrième partie, c'est plutôt côté formateur, enseignant. C'est finalement j'ai un système vivant devant moi. Comment je pratique en fait mon métier, je prends des décisions, je fais des ponts avec les interventions d'avant, c'est bien d'arriver en troisième pour ça. Et donc on va travailler là-dessus. Donc un enseignement numérique efficace, pourquoi ce terme? En fait, je suis très sciences humaines. Donc, même si je suis de formation technique, plus je vieillis, je suis en infocom et en sciences de l'éducation et de la formation, je suis très très sciences humaines. Et donc ce qui m'intéresse en fait, c'est de reprendre le mot efficacité et de le reprendre en fait dans le sens efficience. C'est entre le sens et l'efficience en fait. Donc la première chose, c'est un papier que j'ai trouvé de Clos, c'est de recréer des buts. De qu'est-ce que ça veut dire. Donc comme je disais avec un peu d'humour en citant Saintonge, c'est quoi cette situation? À quoi ça sert? Ben, le sens d'enseigner, hein. Ça paraît ballot de le dire, mais autant le dire, hein. C'est que les étudiants apprennent, ou les stagiaires, ou les professionnels, donc de remettre du sens dans ce que l'on fait. Et puis dans un paragraphe aussi sur ce papier, ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait qui va se servir pour retrouver justement l'efficacité entre sens et efficience. Il va se servir de technique de la parole et de la pensée. Donc c'est là où je ramène un peu dans mon champ infocom et sciences de l'édu et de la formation. Donc finalement, je vais m'intéresser à cet espace de rencontre entre deux individus ou deux personnages, celui qui enseigne et celui qui apprend, et puis de constater que finalement ils vont avoir des communs, ils se réunissent sur un temps, ça s'appelle une plage d'emploi du temps, ou ça peut être asynchrone, auquel cas le temps n'a plus beaucoup d'importance, mais c'est un lieu, c'est un territoire, et donc de repenser en fait cette relation d'un point de vue aussi communication, et comment on peut améliorer ça. Du coup, le schéma sur lequel je m'appuie forcément, c'est Peraya, qui va me redéfinir donc la relation de médiation et médiatisation entre un formé et un formant. Attention, ça peut être formé, formant,
etc. Il y a toutes les combinaisons possibles. Hein, ce n'est pas forcément entre celui qui enseigne et celui qui apprend. Ça peut être ceux qui apprennent ensemble et puis on change le rôle, etc. C'est là où peut-être ça change par rapport à ce schéma qui est de 1999. Et donc cette efficacité, elle va être autour de ces deux principes que je vous propose. C'est d'un côté travailler sur ma médiation, retrouver du sens, savoir que quand je travaille, c'est pour qu'ils apprennent, et puis de trouver un terrain pour arriver à exprimer ces gestes professionnels. C'est le moment de communication entre le formé et le formant. Du coup, je me retrouve dans cette logique que je vous propose, hein, c'est que et c'est marrant, ça fait des ponts avec les présentations précédentes, c'est de se dire ben voilà, je vais essayer de pas me mettre dans une position de tout faire parfaitement. Nous sommes des humains, et donc par contre de trouver des réflexes professionnels, des gestes, des rituels, des outils, une organisation qui me permet en fait de pas subir tout ça et de gagner du temps, de limiter ma charge mentale. On l'a entendu dans les deux présentations précédentes aussi, et puis d'essayer d'optimiser mon action. Voilà, c'est-à-dire que modestement, j'interviens auprès d'étudiants. Comment je peux optimiser cette chose-là sans que ça me bouffe la vie à côté. C'est un peu ce que je vais vous proposer là-dessus. Sur le numérique, on peut pas se cacher que la crise nous a laissé un héritage, donc un peu au forceps. Hein, c'est-à-dire que on a eu une injonction à passer au numérique. On n'était pas prêts. Si on avait voulu, on n'était pas tous prêts. Pardon pour ceux qui remuent la tête. Je pense qu'il y en a qui ont en fait eu une grosse surprise, hein, en fait. Et qu'est-ce qui reste? La littérature est assez riche maintenant. Qu'est-ce qui reste en fait? C'est pas qu'il y ait la pratique du numérique qui est remise en cause. En fait, c'est la notion de trop-plein. Le trop-plein de changements, le trop-plein d'informations, le trop-plein de vidéos, le trop-plein... Donc, avec des choses très pratiques, les étudiants qui avaient plus de forfait en plein Covid. Et donc, se rendre compte que c'est ce trop-plein. En fait, c'est le défaut du numérique de pouvoir suralimenter, en fait, en information, en données, en volume, un sujet, là où, en fait, en tant que modeste être humain, on a une capacité limitée à digérer tout ça, et donc on va essayer de travailler en fait sur ce trop plein. Et est-ce que justement on peut pas être à la frontière de ils ont besoin de ça, mais au-delà c'est beaucoup trop, et donc de travailler là-dessus. Donc je vais garder ça en héritage. Par contre, on va garder de l'héritage positif aussi, c'est que depuis cette expérience, tout le monde connaît son mot de passe. On cherche plus partout où est faux quand même. Ça, j'espère qu'on a évolué. Alors pas tout le monde, vu la réaction de certains. Du coup, je vais m'adresser dans cette partie 3 plutôt sur la partie conception. Donc, c'est un travail qu'on a mené avec, je suis au conseil de la NDPC avec Christine Amirati aussi sur la partie e-learning. On essaye d'apporter des critères qualité pour que la formation à distance soit de meilleure qualité. Et donc, on a travaillé l'année passée sur des critères que je vais vous présenter. Mais globalement, et c'est pour ça que je me permets de vous parler aussi en tant que professionnel de santé, c'est qu'il y a ce travail en amont d'un an sur qu'est-ce que c'est que apprendre avec une plateforme de formation. Donc, qu'est-ce qu'il est ressorti de ces groupes de travail? La notion de scénario est évidente. Elle ressort en fait comme une logique de parcours d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on oublie les Dropbox. Hein. Là, on est en train d'enlever. Ce n'est pas une marque, hein, donc pardon. On oublie le dépôt de documents dans un espace de type boîte, et donc on rentrer là-dessus. On va essayer de maximiser cette efficacité sur chaque activité, donc pédagogie active. Voilà, c'est ce que veut dire tout simplement ce mot, et puis d'essayer de penser à du présentiel comme de la distance. Évidemment, l'hybridation peut arriver sur cette chose-là. Évidemment, pour les collègues de professionnels de santé, ce sont des cas issus de la réalité, des cas cliniques, le plus réel possible.
Lors des discussions sur l'IA, j'en profite parce que il y a le mot IA qui est dans la journée aussi. On a discuté qu'il était facile de redupliquer une formation réelle par l'IA et de recontextualiser à partir de caractéristiques et d'en faire X, ce qui pouvait être aidant. Là, on se sert de l'IA en tant que orthèse. Du coup, ça aide à l'enseignant à concevoir sa chose. Et puis surtout une dynamique interactive, une participation, ne pas laisser l'étudiant, l'apprenant dans une situation passive. Donc ça, c'est des éléments de caractéristiques de la formation e-learning qu'on a vu sur tout ça. L'infrastructure technologique est évidemment importante. On est à une époque où on peut espérer que les appareils qu'on utilise ne plantent plus. Donc ceux qui sont du 20e siècle, qui ont travaillé au 20e siècle savent de quoi je parle. Donc il y avait encore cette petit stress. Est-ce que ça va marcher? On est donc avec des choses qui deviennent assez robustes. Je vais pas dire fiables, mais au moins robustes, ce qui fait qu'on arrive à avoir l'expression. On aura toujours le problème de l'accessibilité. Ça, c'est évidemment donc dans l'infrastructure technologique, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est un design particulier de rendre les cours accessibles. C'est un travail qu'il faut travailler sûrement. Sur les caractéristiques qu'on avait, donc ça c'est peut-être l'ensemble de ma présentation vous sera donné, mais voilà, il y a aucun souci là-dessus. Je déposerai sur HAL. Et donc les 7 caractéristiques qu'on a relevées, c'était d'avoir une relation entre la structure pédagogique et la progression temporelle. On n'amène pas quelqu'un sur du e-learning sans savoir s'il passe 10 minutes ou 4h30. Donc, et puis il faut le dire, il faut que ça soit explicite. Je donne des exemples au fur et à mesure. Il y en a plein d'autres, mais je vais essayer d'illustrer rapidement. Le temps m'est compté. L'alignement technopédagogique paraît important, ça me paraît logique d'être dans l'intention, le prescrit, le réalisé, et qu'on arrive à tout moment se poser la question, mais finalement, est-ce que j'ai bien fait mon travail? Là, une petite astuce de collègues qui utilisent l'IA, eux, ils peuvent retester leur scénario en disant « Est-ce que j'ai vraiment testé tout le référentiel ?» C'est-à-dire de reproposer ton scénario en disant « Regarde le référentiel, est-ce qu'à ton avis, j'ai mobilisé toutes les compétences que je devais? Est-ce qu'il en manque pas? Est-ce que tu pourrais pas me dire, là, tu pourrais pas le retravailler, etc. » Donc voilà, une autre forme de type orthèse de rétroaction permettant en utilisant l'IA pour arriver en fait à améliorer cette partie alignement technopédagogique. L'utilisation de ressources flexibles et variées, donc effectivement on est avec une génération qui aiment bien zapper, donc toujours la même structure, ça pourrait les lasser, donc arriver à travailler comme ça. L'étude de cas cliniques fait partie des banques de cas cliniques, fait partie des choses qui sont ressorties du groupe de travail aussi. Et puis une clarté évidemment sur la modalité d'évaluation, le suivi, qu'on sache en fait comment ils vont apprendre fait partie aussi des choses, et ça peut être aussi quelque chose de rassurant de dire il y aura un rendez-vous, si c'est du e-learning à temps complet, tous les lundis en début de semaine de 13 à 14. Ça vous prend 1 heure d'emploi du temps. Ça vous évitera peut-être 50 mails dans la semaine dans lequel vous allez pouvoir relancer une communication, une interaction, remettre les gens sur le même terrain d'apprentissage pour arriver en fait à faire avancer cette chose-là. Conception des cours et des critères techniques, c'était tout ce qui était en fait capacité à être lu sur ordinateur, tablette, smartphone. Nous avons une génération qui travaille sur smartphone, donc il va falloir faire avec. Donc avec des difficultés que j'ai entendues récemment, de retrouver des fichiers, de faire des actions simples, de dézipper une archive sur un téléphone, ça nécessite une installation particulière. Là où sur un ordinateur, c'était évident pour ceux qui sont de l'autre génération. Donc ça change dans la conception et les critères techniques, les formats qu'on va pouvoir donner. L'accessibilité, la flexibilité des mobilités, des modalités, donc toujours avec ce public qui aime bien avoir une flexibilité dans l'approche de ses apprentissages, l'offrir si c'est possible. Voilà les critères. Alors c'est difficile de tout cocher, mais ça vous donne au moins pour ceux qui sont dans l'ingénierie pédagogique, des choses à regarder avec attention. C'est ce qu'on va donner aux opérateurs comme critères de qualité pour les prochaines formations du DPC. Et si je m'adresse maintenant aux enseignants que vous êtes,
Je vais se dire, mais oui, mais c'est quand même un système vivant. L'idée de la boîte noire, elle est quand même très, très, très tentée, quoi. C'est finalement, je prends des documents, là, je l'ai dit, je vais le déposer sur HAL, je vous le dépose. En fait, je fais ce geste et puis ça va se lire. Je le mets sur la bibliothèque. En fait, ça, il y a plein de gens qui pensent que ça marche pas. Ah, j'ai pas salué des auteurs qui sont peut-être présents dans la salle. C'est Mathieu Hinzelin et Marine Jouin qui sont d'Amiens. Oui, Mathieu, je pensais que c'était toi avec le match, mais j'étais pas sûr. Merci d'avoir participé à cet ouvrage. Et donc là, je vais citer un autre auteur dans l'ouvrage qui est Samuel Nowakowski de l'Université de Lorraine. Et attention, je vais vous parler d'un nouveau terrain d'apprentissage, c'est-à-dire de fonctionnaliser des endroits, mais qui soient explicites avec les apprenants. Il va falloir en fait que dès le début, on comprenne que dans cet espace qui est vous allez apprendre avec moi durant le semestre, durant l'année, durant tout le diplôme, eh bien je vais typer des endroits. Je vais avoir un endroit qui s'appelle le feu de camp. Dans le feu de camp, c'est l'endroit où on aura des espaces qui sont possibles, des réflexions en petits groupes. On peut coopérer, on peut faire de la concentration. On peut prendre dans l'exemple d'un atelier. Vous avez une conf, vous êtes avec une marque américaine qui crée des micro-ateliers où on peut pousser les gens dans des micro-ateliers. Là, vous avez le feu de camp. Vous aviez une plénière qui est la scène, qu'on va voir juste après. Et puis, vous avez la partie plus petite, ça correspond à quoi? Ça correspond à quand on était en atelier, que vous les mettez 4-5 ensemble, etc. On fait revivre ce feu de camp. On voit bien l'idée du feu de camp, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une proximité, mettre un peu d'affect là-dessus. Le deuxième, la scène, c'est un endroit dans lequel, où numériquement, les gens vont pouvoir s'exprimer vers les autres. C'est par défaut ce que je suis en train de faire, ce que je vais faire facilement avec un BBB ou un Zoom ou un Teams, c'est je me mets en plein écran et puis je fais monsieur ou madame météo avec le truc derrière. Je suis la scène. Attention, la scène peut aussi servir aux étudiants. C'est le cas d'une simulation, c'est le cas d'un oral. Ça peut être une classe inversée où ils vont présenter quelque chose. Donc cette scène va être un endroit dans lequel on va pouvoir provoquer en fait l'incarnation du scénario pédagogique. Le troisième, la grotte. La grotte, c'est le besoin de chacun de nos étudiants de pouvoir travailler tout seul, se refermer. Ça veut dire que dans mon design pédagogique, il y a un endroit. Alors ça va pas se voir sur la plateforme, mais par contre dans mon scénario, je vais avoir besoin de travailler seul pour arriver à entrer dans les apprentissages. Ce que ça montre du doigt, c'est ceux qui travaillaient exclusivement en travaillant en groupe, là. Il y a des étudiants qui ne sont pas forcément à l'aise à travailler tout le temps en groupe. Ils ont besoin de cette grotte pour arriver à progresser, à avoir un rendez-vous avec eux-mêmes. Pourquoi pas, tu parlais de pratique récursive. La grotte est peut-être un bon moment pour arriver à construire sa pratique récursive et de s'isoler, dire, bah, j'ai fait de la marde. Et donc, peut-être aujourd'hui, et donc voilà. Ensuite, l'Oasis, je vais être très rapide pour la suite. L'Oasis, en fait, c'est le lieu de rencontre, c'est celui d'où lequel l'enseignant, le formant, ne va jamais. Voilà, c'est le petit groupe WhatsApp. Hein. Vous êtes en train de faire monsieur, madame météo sur Zoom BBB. Vous inquiétez pas qu'il y a un autre groupe à côté où ça rigole parce que vous avez raté une liaison, fait une faute d'orthographe ou etc. Cet oasis, en fait, il est indispensable pour exister parce que c'est ce qui va créer en fait la communauté apprenante et c'est ce qui va faire qu'il va y avoir en fait un endroit qui appartient aux étudiants, qui nous appartient pas et qu'il faut laisser échapper. C'est pas toujours évident. Et pour arriver, en fait, à faire cette chose-là. Le labo, enfin, l'avant-dernier, c'est le lieu d'expérimentation. C'est l'endroit où on va autoriser cet apprentissage par l'erreur, cet apprentissage par un scénario. Peut-être vous avez le droit sur cette activité de me proposer de démontrer par quelque chose de la vie courante. Donc, vous les laisser un petit peu tester, essayer, pourquoi pas proposer de nouvelles méthodologies. Donc c'est là où peut-être on va être monté
peut-être sur des formations plus professionnalisantes, cette partie va les durcir sur le futur professionnel qu'ils seront, puisqu'ils seront justement à essayer, à tester et apprendre, pour prendre un mot anglais, et donc arriver en fait à avoir cet espace là-dessus. Enfin, les sources, elles sont évidemment indispensables. Ah, enfin la Dropbox. Et donc on va les retrouver, hein, c'est-à-dire qu'en fait le propos en fait que le livre a sur cette notion de terrain d'apprentissage, il est que finalement jusqu'à présent vous travaillez que sur les sources peut-être, et qu'en fait il y a tout un espace qui peut se créer, tout plein d'espaces, et qui recrée en fait un terrain d'apprentissage où l'étudiant est plus à même de pouvoir s'exprimer durant sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va nous... Par contre, ça peut perturber ce que je viens de vous dire. L'idée est belle, hein. Elle n'est pas que théorique, hein. C'est faisable. Par contre, ça nécessite un changement de posture de notre part. On revient sur Bucheton, et donc ça va nécessiter que par endroit, je change. On verra ça cet après-midi en atelier, vous l'aurez dans la présentation, mais par endroit, en fait, je change ma posture enseignante et j'oscille entre une posture de contrôle, une posture d'accompagnement, une posture de lâcher prise, une posture d'étayage, de contre-étayage, d'enseignement, une posture de magicien. Et donc, je vais devoir comprendre, donner du sens dans ma pratique professionnelle en fonction de ces espaces et comment je me sens. On comprend tout à fait l'oasis et le lâcher prise, hein. Ça c'est fait. Donc on les laisse faire, tant pis ce qui va se passer. Mais en fait d'essayer de travailler. Donc ça, il y a un chapitre entier de Perlot et Benoîton qui dans l'ouvrage qui parle de ça. Mais l'idée c'est vraiment de travailler sur ce qu'on est et de trouver en fait sa personnalité dans l'expression de son geste professionnel en travaillant sur ces espaces et comment en fait on peut arriver à les animer en tant qu'enseignant. Cet après-midi, on jouera, il y a une vingtaine de personnes qui est inscrites, on jouera à ça, on se provoquera des situations et puis on essaiera un peu de s'interroger sur cette propre pratique professionnelle. Je vais faire mon mea culpa, j'étais un enseignant très dans le contrôle. Et plus j'avance, plus je lis de choses comme ça, plus j'intègre cette pratique en fait. Et quand je suis en vacation, j'arrive à jouer et je prends un réel plaisir. Ça, c'est très personnel, mais un réel plaisir à jouer avec ces postures. Parce que c'est la vie, c'est la vraie vie, et que finalement l'expression de notre métier n'est que la préparation à la vie de nos futurs étudiants, et donc on arrive comme ça à être davantage dans ce développement de compétences professionnelles qu'ils ont à acquérir durant leur parcours. Je vous remercie pour votre attention.